l'hebdo politique. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau spécial municipal à Rouen. Je vous le rappelle, 7 candidats sont en lice et nous avons la joie et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Lionel Descamps. Bonjour. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Lionel Descamps, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir fait la gentillesse d'être avec nous. Alors, un magazine de 26 minutes qui va être composé de 2 parties. Une première sur une courte présentation de vous-même et à travers laquelle vous pourrez vous engouffrer, apporter des rectificatifs ou développer si vous le souhaitez. Et puis des thèmes qu'on vous a proposés qui tournent autour de l'environnement, de l'écologie, mais aussi de la proximité, de la gouvernance, qu'on développera les 2 autres thèmes plus vraisemblablement dans la seconde partie, et qu'on démarrera avec 3 questions qui sont les mêmes et identiques à chaque candidat. Et puis, petite surprise, la question politique, qu'on vous a pas encore soumise, et qu'on a soumis à aucun candidat qui arrive à la fin de ces quasiment 26 minutes. Alors, Lionel Descamps, vous êtes le dernier à entrer dans la course en faisant votre annonce officielle au tout début du mois de janvier. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi cette attente et pourquoi vous n'êtes pas parti peut-être avec d'autres qui étaient prévus, avec lesquels, je pense à Farida Madjoud qui était avec vous en septembre 2018, qui avait été désigné avec vous. Vous étiez chef de file pour les municipales à Rouen, chargé d'animer la campagne électorale. Alors, un point commun avec cette antenne, Radio Sensation, car si nous émettons un petit peu partout en France, nous avons 2 pieds-à-terre ici dans l'ex-Haute-Normandie, Rouen, on s'en doute, mais aussi Bernay. Et Bernay, vous connaissez un petit peu pour y avoir passé votre enfance. Ensuite, petit saut de puce jusqu'à Caen, et là, plus grand bond jusqu'à Montpellier pour vos années universitaires, mais aussi d'implication déjà politique en vous engageant déjà à l'époque contre un certain Georges Frêche. Ensuite, retour en Normandie en tant que professeur de sciences économiques et sociales à Dieppe, alors que vous auriez très bien pu emprunter aussi une carrière journalistique. Et puis ensuite, candidat France Insoumise, une carrière donc politique issue du militantisme de gauche. Vous allez aussi bien flirter socialiste, vert, communiste. Vous avez été un temps suppléant de la communiste Céline Brulin pour la 9e circonscription de Seine-Maritime, puisqu'on vous voit véritablement surgir au premier plan lors des législatives où vous réussissez à vous hisser à la 4e place à Rouen, tout en incarnant un petit peu quand même une certaine division, on va dire relative, de la gauche radicale locale. Donc, c'est votre portrait, vous pouvez y ajouter ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Est-ce qu'on a oublié des moments, des faits importants ? Un fait important dans ma vie politique, c'est d'abord les rencontres. Quand j'étais à Montpellier, j'ai rencontré René Revol, qui est maintenant maire d'une commune, une petite commune au-dessus de Montpellier, et qui est en fait le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. C'est à cette époque-là, en fait, où je connais plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon, et donc où je le côtoie, et donc on organise des meetings ensemble, etc. Et c'est là où, je me dis, il faut effectivement s'engager en politique, et je refuse d'ailleurs d'être professionnel de la politique à l'époque, parce qu'on me propose d'être, on me propose d'être directeur de campagne de René Revol sur la Midi-Pyrénées, sur la région. Et voilà, parce que je pense que la politique, ça doit pas être une profession, ça doit être quelque chose qu'on fait en plus de notre boulot, mais parce qu'il y a la nécessité d'avoir un renouvellement des élus, etc. Nous, on se situe pas, Rouen, notre commune, sur notre liste, dans la gauche radicale. Et on se situe plutôt, c'est dans la même lignée de la France Insoumise, c'est-à-dire un changement des cartes. Et donc, on ne parle pas forcément aux gens de gauche, à tout le monde, en fait. Et c'est pour ça qu'on apparaît... Enfin, à mon sens, vous pensez que c'est une division, mais nous, on ne le voit pas comme ça. C'est-à-dire qu'on veut, par exemple, des référendums d'initiative citoyenne, comme on va en parler tout à l'heure, pour que les gens puissent se saisir de la chose politique, puissent avoir le pouvoir, puissent décider, contrôler leurs élus. Et donc ça parle à tout le monde. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Ça n'a pas été que des gens de gauche qui ont été dans la rue, c'est des gens qui étaient parfois peu politisés. On s'adresse surtout d'ailleurs à ceux qui ne veulent plus voter parce qu'ils ont été déçus. Et c'est plutôt à ces gens-là qu'on s'adresse. Donc je mets quand même l'étiquette France Insoumise vous concernant ou pas ? Oui, justement, parce que la France Insoumise va vers les gens qui ne votent plus, etc. Et on se détache de l'idée de gauche, par exemple du rouge, toujours dans les couleurs qu'on met dans nos logos, etc. Parce qu'on veut s'adresser à tout le monde et surtout aux déçus de la politique pour qu'ils reviennent, parce que c'est surtout les classes populaires qui s'abstiennent et c'est vers eux qu'on veut faire de la politique et pour leur redonner du pouvoir d'achat et une ville
ville moins polluée, etc. Alors vous nous expliquez très clairement ce qui s'était passé pour Montpellier. Vous pouviez devenir très rapidement directeur de campagne. Vous refusez parce que vous ne voulez pas faire de la politique un métier. Si vous êtes maire de Rouen, vous faites comment ? Eh bien, je ne resterai pas maire de Rouen pendant des décennies, comme certains l'ont fait à Rouen. Mais l'idée, c'est effectivement, si on est maire, c'est à temps plein, mais ce sera pas, il n'y aura pas de cumul dans le temps, en fait. Donc, l'objectif, c'est de bien faire son boulot de maire, et puis après, passer la main à quelqu'un d'autre, quitte après à être conseiller du maire pour faire ce relais-là. Mais en fait, maire, c'est aussi un travail d'équipe. C'est pour ça qu'il y a toute une équipe derrière moi. Farida Majdoub, que vous avez cité tout à l'heure, elle est directrice de campagne. Donc, elle ne souhaitait pas être sur la liste, mais elle souhaitait être active, en fait. Elle est plus active que bon nombre de candidats sur la liste, par exemple. Donc elle est... et elle prendra part, pareil, si on gagne, à la vie de la mairie pour aider à ce que la politique, notre programme soit appliqué au cours de ces 5 ans. 6 ans de mandature, 6 ans. Programme. Alors le programme de l'ensemble des candidats a été rattrapé par un événement marquant qu'on a tous encore en mémoire, bien évidemment, c'est l'effet Lubrizol. Certains candidats, peut-être, ont réajusté leur programme environnement, écologie, en fonction de ce qui s'est passé, non pas par rapport à ce qui s'est passé chez Lubrizol, mais du ressenti de la population par rapport à cela. Vous l'aviez déjà, non pas anticipé l'incident, mais vous aviez anticipé le programme écologie, environnement et transition énergétique bien avant. Oui, en fait, aussi, vous avez commencé avec ma biographie. Moi, je m'engage d'abord pour des questions environnementales, en fait. Et donc, je suis très content quand, dans le parti de gauche, là où Jean-Luc Mélenchon, qui préside, au moment de la fondation en 2008, il y a un tournant, c'est-à-dire que le parti de gauche devient un parti écologiste. Et donc c'est pour ça que c'est un peu dans l'ADN de mon engagement, le volet écologique. Donc j'ai pas attendu Lubrizol. Après, on voit aujourd'hui beaucoup de greenwashing de la part des candidats, oui. C'est-à-dire, même comme Louvel, qui était là au micro tout à l'heure, qui disait le contournement Est, l'autoroute, c'est écolo. C'est l'inverse de l'écologie, une autoroute. Plus il y a d'autoroutes, plus il y a de voitures, plus il y a de gaz à effet de serre. Donc il y a notre écologie, c'est une écologie populaire et une écologie contre le productivisme, le toujours plus. Produire toujours plus de voitures, mais aussi toujours... Par exemple, savez-vous qu'aujourd'hui, on consomme 2 fois plus de vêtements qu'en 2000 parce qu'on fait la fast fashion. Mmh. Et donc, il y a dans les politiques locales à mettre, par exemple, en place des subventions pour des entreprises, à les aider, des entreprises, mais qui soient plutôt sur un mode de durabilité, de réparation. Par exemple, je citais hier l'association Guidoline qui répare les vélos à Rouen. Oui. C'est intéressant parce que ça lutte justement contre l'obsolescence programmée, en fait, qui tarit les ressources. Et ça, on en parle peu. Mais c'est vraiment le défi qu'on va avoir dans... Moi, je ne pensais pas vivre ça au départ, à la fin de ma vie, le fait que les ressources manquent. Mais en fait, si, il faut se rendre à l'évidence. Donc, le lithium ne sera pas éternel, parce que tout le monde a un portable aujourd'hui. Donc, il faut favoriser les entreprises qui réparent et non plus le produire toujours plus, parce que nos enfants ne pourront pas avoir ces ressources-là. Alors pour favoriser une véritable transition écologique, vous avez des propositions importantes, on va dire des propositions phares, c'est instaurer par exemple le droit de référendum d'initiative populaire qui peut apporter quelque chose en plus alors systématiquement ? Alors oui, c'est-à-dire que sur la question de Lubrizol par exemple, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on dit que ça ne doit pas être au maire de décider tout seul. Ça doit être la population rouennaise, voire la population de l'agglomération qui a été touchée par cette catastrophe. Et les gens doivent décider. Est-ce que collectivement, on garde cette entreprise et qu'on prend le risque, du coup, d'avoir des morts ? Parce que c'est aussi ça. AZF à Toulouse, il y a eu des morts. Ou alors, on fait un plan de fermeture. Et donc, le plan de fermeture, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais collectivement, on décide qu'on prend moins la voiture, qu'on met plus d'argent dans les transports en commun. C'est pour ça qu'on est aussi sur une mesure de gratuité des transports en commun, parce qu'il faut que ça économise sur le portefeuille aussi, et que si on n'a plus de voiture, il faut bien se déplacer. Donc c'est 2 mesures importantes. Ce référendum, c'est aussi un droit pour les citoyens, c'est-à-dire que c'est pas le référendum comme d'habitude où c'est Chirac qui demande au peuple, au bas peuple, ce qu'il pense. En fait, on sait très bien que, par exemple, quand Chirac l'avait fait sur la Constitution européenne, ça avait été un de mes premiers combats politiques.
Chirac voulait que la population donne l'aval à cette constitution européenne qui était ultralibérale. Et les gens ont dit non. Mais là, le référendum, c'est pas du tout ça. C'est le référendum des citoyens. C'est-à-dire 10% de pétitions d'électeurs, eh bien, ils déclenchent eux-mêmes le référendum. C'est une question qu'ils ont décidée. Et c'est pas le maire qui décide. Donc c'est une souveraineté populaire. Et donc c'est un nouveau droit pour les gens parce que ils en ont marre de pas être écoutés en fait. On le voit aujourd'hui avec Macron ou la réforme des retraites. Il fait même pas ce qu'il avait mis dans son programme. Il fait juste par rapport aux intérêts de BlackRock et des financiers. Et les gens en ont marre de tout ça. C'est pour ça qu'ils votent plus. Vous avez parlé de Chirac, c'est bien en rapport avec Lubrizol, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il décède et qui squeeze un peu l'attention qu'avait la France sur Lubrizol. Vous avez parlé de Lubrizol, vous avez dit c'est des choses sur lesquelles on doit travailler en amont, bien avant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer Lubrizol ? On parlait d'un écoquartier à côté, on imagine mal les deux pouvoir se jouxter. C'est quoi votre vision à vous ? Voilà, la vision, c'est de respecter la décision populaire du référendum, évidemment. Mais s'il y avait un référendum qui était organisé, évidemment, je prendrais parti pour l'un des côtés. Oui. Moi, je suis plutôt favorable à un plan progressif de fermeture. Pourquoi ? Parce que Fermeture pour délocalisation ou même pas ? Fermeture pour... alors, délocalisation, après, c'est l'entreprise qui décide. Évidemment, c'est pas le maire de Rouen qui dit alors vous allez fermer puis vous allez être en Inde, etc. Le vrai défi, c'est de réduire la consommation d'hydrocarbures en fait et lubrifiants, etc. Donc on n'a plus besoin de ce genre d'entreprise. C'est comme la pétrochimie, comme la grande paroisse, c'est-à-dire que juste à côté qui émet aussi beaucoup de CO2, etc. Qui fait aussi beaucoup de pollution quotidienne. Et bien qu'on n'ait plus à avoir de pesticides. Donc voilà, moi je suis plutôt pour une sortie du productivisme, mais ça se fait progressivement, avec des solutions alternatives. C'est pas de l'écologie punitive, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est développer à fond les tramways, les transports en commun et le vélo, d'autres modes de déplacement doux et respectueux de l'environnement. Parce que si on le fait pas, on va subir le changement climatique. Et ça va être très très coûteux, ça va être catastrophique pour les gens. Donc on est obligé avoir une vision politique, et je crois que notre liste apporte cette vision politique d'un changement radical de vie dans la ville de Rouen, mais aussi pour les autres villes. La France Insoumise porte cette vision-là, parce que on ne pourra pas toujours polluer autant qu'on l'a fait, parce que je l'ai dit, il y a les ressources tarissent, et puis il y a un dérèglement, il y a un réchauffement climatique qui est déjà important. On voit dans le sud de la France des inondations qui sont la conséquence de ça. Il y a du stress hydrique à Rouen aussi, par exemple, des ressources en eau Donc voilà, il faut prendre en compte ça, et on vit dans un environnement, il faut le respecter, et on doit avoir ce qu'on appelle, nous, la règle verte, c'est-à-dire on ne doit pas puiser à la terre plus que ce qu'elle peut régénérer. On y revient dans un instant. Notre invité est Lionel Descamps. On se retrouve dans quelques secondes. L'hebdo politique. Lionel Descamps est l'invité du magazine des municipales sur Radio Sensation avec la deuxième partie. Alors, deuxième partie, on va revenir dans un instant, parce que vous avez parlé des règles vertes, ça me paraît important. Il y a aussi le projet Changeons d'air. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on s'attarde un instant en parlant de gouvernance et de proximité. Mais il y a les fameuses 3 questions identiques qu'on a posées à chacun des candidats et qui peuvent amener, si vous le souhaitez, une petite explication sur votre... alors, on demande à chaque fois quelle est votre chanson inspirante, votre personnage de référence et puis votre passion. Alors, à chanson inspirante, vous nous avez répondu Destin des Gilets jaunes. Oui, parce que j'ai participé depuis un an. C'est une chanson de rap. Voilà, c'est du rap. Parce que j'aime bien le rap. Ouais, voilà, parce que il faut valoriser les cultures populaires aussi, parce que c'est ma génération. Le rap, c'est les années 80-90, donc voilà, c'est mon adolescence aussi. Et parce que cette chanson-là, elle reprend et elle a été reprise par les Gilets jaunes, et donc c'est un hymne un petit peu qui est combatif et en même temps qui dit que Macron est à deux doigts de craquer, voilà, comme une allumette, parce que on voit qu'aujourd'hui il y a que la police qui le protège, mais en fait il est délégitimé de partout, de 99% de la population qui ne le suit plus, en tout cas sur beaucoup de points. Deuxième question qu'on a posée, personnage de référence, et là, vous l'avez dit directement, Pierre Bourdieu. Oui, parce que je suis professeur de sociologie. Voilà, donc, Pierre c'est une référence pour plein de gens. Quelle que soit leur affinité, leur bord, on le voit souvent ressortir, Pierre Bourdieu. Ah bon ? Oui.
Ah ouais, eh bien c'est très bien parce que c'est un grand scientifique et que c'est dommage que des personnalités politiques ne prennent pas en compte ses écrits sur la reproduction sociale notamment, parce que on voit que plus il y a une société inégalitaire, plus il y a de reproduction sociale. On va aujourd'hui, par exemple, moi je suis professeur au lycée, avec la réforme du lycée, en fait, il y a une réforme qui s'appelle Parcoursup aussi, qui s'ajoute à cela, et qui va renforcer la reproduction sociale. C'est-à-dire que la classe sociale des enfants va être la même que celle des parents. Au fur et à mesure des générations, et qu'il y aura plus de difficultés pour les enfants des classes populaires à avoir une ascension sociale et à joindre les grandes écoles. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais à Sciences Po Paris ou les grandes écoles, il y a de moins en moins de fils d'ouvriers ou de filles d'ouvriers qui y vont, contrairement aux années 90. Donc on est plutôt dans une période de régression vis-à-vis de ça, parce qu'on démantèle l'école aujourd'hui. Je précise que quand je disais que beaucoup avaient repris Pierre pour Bourdieu, aucun des candidats précédents qui sont passés sur cette antenne l'avait cité, mais je parlais dans l'absolu des gens certainement qu'on doit fréquenter, qui sont peut-être les mêmes. Votre passion, le vélo. Là, c'est un incontournable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'association, mais oui, forcément. Oui, je suis cycliste au club de Déville-les-Rouen, et donc le vélo c'est un mode de transport doux, et puis on voit la ville différemment aussi à bicyclette, parce qu'on a le temps de regarder le paysage, on a le temps de bien voir, par exemple, quand on parle d'urbanisme ou quand on parle de chaussée, etc., le vélo, c'est aussi bien connaître sa ville, bien connaître des rues, redécouvrir sa ville autrement. Et puis on a une vision à 360 degrés, on n'est pas collé derrière son pare-brise. Et puis je pense aussi que des études ont été menées pour dire ceux qui viennent à vélo au travail, ils font du sport et sont en meilleure santé, ils ont la notion de bonheur est plus grande de se déplacer à vélo qu'en voiture. On est plus grincheux parce que ça avance pas, il y a les bouchons, etc. Donc voilà. Alors voir la ville différemment, c'est voir peut-être aussi une gouvernance différemment. Vous parliez de bien-être et d'être heureux. Vous concevez une gouvernance, quand je parle de gouvernance, c'est de gérer la ville d'une manière totalement différente de celle qui existe à l'heure actuelle. Et vous parlez même du fait du droit de révoquer les élus. Oui. Vous êtes capable de vous tirer une balle dans le pied si vous ne convainquez pas, vous acceptez de partir. Oui, alors le droit de révoquer les élus... C'est pas exactement ça. Alors voilà, on va expliquer, j'entends bien la question. C'est contrôler les élus, que les citoyens puissent ne pas donner un chèque en blanc pendant 6 ans au maire, et qu'au final, il fasse ce qu'il veut. Bon, sur Lubrizol, on a vu qu'Yvon Robert dit qu'il n'y a pas de défaillance de l'entreprise, sauf qu'il y a le parquet de Paris qui enquête aujourd'hui. Il y a des moments peut-être que les élus, les citoyens pourraient dire il a mal fait son boulot sur Lubrizol, au moins il aurait pu être plus prudent et lui-même porter plainte, je sais pas, mais il y a peut-être des choses à faire. Donc l'idée du droit de révoquer, c'est à partir de mi-mandat, les citoyens puissent, à partir d'une pétition, en fait, avec le numéro d'électeurs, par exemple, des gens, qu'ils puissent convoquer un référendum. Et ce référendum, s'il y a plus de personnes qui votent pour la révocation que de nombre de personnes qui l'ont élu précédemment, par exemple, imaginons, je suis élu avec 10 000 voix, s'il y a 10 001 voix de personnes qui veulent me révoquer, et que, évidemment, 10 001 soit majoritaire dans 3 ans, je serai révoqué. Mais nous, on pense faire notre programme. Vous faites tout pour ne pas l'être de donc, toute façon. voilà. Et puis, il y a des pays qui l'ont fait. Il y a des États aux États-Unis, il y a des États en Amérique latine qui ont fait ce droit. Donc, c'est pas un truc farfelu. Non, c'est un truc qui apporte plus de démocratie, alors qu'on est dans une phase de recul démocratique. Je crois profondément à ça, parce qu'il y a un recul des services publics. L'inversion du calendrier électoral fait qu'il y a un recul démocratique aussi, parce qu'il n'y a plus de possibilité de cohabitation et de contre-pouvoir, comme c'était le cas avec Chirac et Jospin. Maintenant, c'est plus possible. Donc, il y a un recul démocratique. Donc, nous, on veut faire avancer la démocratie localement, pour que après aussi au niveau national, ça soit repris, ces bonnes idées. Avec aussi la possibilité qu'il y ait là on parle de révocation, mais il peut y avoir aussi une association de la part des citoyens dans le mode de gouvernance, parce qu'on a souvent un mode de gouvernance pyramidal. Vous êtes plutôt, on voit des conseils de quartier qui existent à l'heure actuelle. Ont-ils une réalité ou pas? Sous quelle forme? Vous envisagez autre chose? Ça, il faut que les conseils de quartier se perpétuent. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais il s'agit que ce soit plus inclusif. Donner les moyens peut-être de pouvoir intervenir. Plus inclusif, avec un budget autonome.
parce que c'est pas toujours le cas, et aussi que les personnes qui, oui, voilà, si on donne un budget autonome, il y a plus de gens qui vont se dire bon bah c'est utile parce que derrière c'est pas le chef, le maire qui décide, non, c'est le conseil du début, il propose et il décide la répartition aussi du budget, alors que c'est pas tout à fait toujours le cas à Rouen là-dessus. Et puis, l'argent aux associations, on veut augmenter le budget pour les associations. Alors là, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, quand j'ai regardé les chiffres, j'ai très bien vu qu'à Rouen, il y avait par rapport au budget de la ville, il y a, je crois, moins de 10% qui est du budget de la ville qui est alloué aux associations. Donc, il faut le porter plus haut parce que c'est les citoyens, par le biais des associations, qui font aussi vivre. Quand il y a des fêtes, par exemple, voilà, c'est des associations qui fêtes sportives, voilà, c'est les ligues de foot ou de différents sports qui font vivre la ville. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur donner des moyens. Et pour ça, il faut aussi demander un engagement financier de l'État. C'est ça qui nous différencie peut-être aussi de beaucoup de listes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas gérer la pénurie. Et ça, aujourd'hui, il s'agit de créer un rapport de force. Et on a la chance d'être dans une grande ville, une grande métropole, pour essayer de créer un rapport de force avec l'État. Et se lier aussi à d'autres villes. On pense que peut-être qu'à Montpellier, à Lille, il y aura des villes aussi avec des maires courageux qui pourront demander, exiger plus de moyens financiers parce que l'État se désengage de plus en plus. Et c'est ça qui tue aussi la démocratie locale et qui fait qu'au final, on a beaucoup de services publics qui disparaissent ou des moyens de la mairie qui sont moins importants, donc la ville est moins propre, etc. Toujours en matière de gouvernance, est-ce qu'on pourrait imaginer un triptyque qui associe, ou du moins qui permet de travailler ensemble, à la fois, j'allais dire, des collectivités ou des gens politiques issus du résultat des urnes, avec le monde de l'entrepreneuriat et les associations. Vous avez parlé des associations, on voit que de plus en plus, les associations peuvent être une solution à certains types de problèmes. Ils peuvent aussi intervenir dans le monde de l'entrepreneuriat sous forme de parrainage ou de mécénage. Il y a des choses qui se font en ce moment, notamment à travers les tiers-lieux. Il y a peut-être des choses à faire aussi en termes de gouvernance à plusieurs, même si effectivement le représentant du peuple qui aura été élu aura son mot à dire. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai qu'il faut développer des lieux où on puisse brasser des personnes, des gens des quartiers, par exemple, avec des entrepreneurs, bien sûr. Et ça, il faut donner les moyens pour ça. Par exemple, aujourd'hui, la maison Sainte-Croix-des-Pelletiers, à côté de la place du Vieux-Marché, nous, on va faire une maison des associations, mais pourquoi pas aussi un lieu où il y a des tiers-lieux, des rencontres, alors qu'en fait, aujourd'hui, on va la privatiser pour en faire un bistrot. Bon, il y en a quand même pas mal des bistrots. On a une belle église là à rénover, etc. Eh bien, investissons, faisons un emprunt populaire auprès des Rouennais pour faire autre chose de ce lieu. Et voilà, pourquoi pas un tiers-lieu. Et puis nous, en termes de gouvernance, j'aime pas trop ce mot-là, mais en termes de démocratie, ce qu'on veut, c'est que le maire et ses adjoints soient disponibles pour les gens. C'est-à-dire que tous les samedis matins, sans rendez-vous, les gens viennent et on les reçoit. Parce que pour aller voir le maire aujourd'hui ou ses adjoints, c'est très compliqué. 3/4 du temps, c'est non, même peut-être même plus, j'ai pas fait de statistiques. Mais donc c'est ça aussi, c'est créer plus de démocratie directe, quoi, que les gens puissent avoir accès. Pourquoi pas, par exemple, le conseil municipal, le délocaliser sur les Hauts-de-Rouen parfois. Oui. Le conseil municipal doit être systématiquement filmé, ça se fait de plus en plus en France. Voilà, et en direct sur les réseaux sociaux, parce que le conseil municipal dure jusqu'à 3h du matin. Moi, le lendemain, je bosse, je peux pas rester jusqu'à 3h du matin au conseil municipal pour y assister. Donc, il faut aussi avoir aussi des horaires décents, parce que c'est ça aussi qui fait fuir notamment la question de l'implication des femmes dans la vie politique. C'est que les horaires, quand on regarde les pays scandinaves, ça va pas jusqu'à 2h du matin. Parce qu'à 2h du matin, je suis désolé, mais on n'est pas très frais pour prendre une décision pour la ville. Donc, il faut réfléchir ce rapport-là, aussi à la décision. Lionel Descamps, la question politique. Vous pouvez vous maintenir au deuxième tour, ce que vous pensez aisément, il n'y a pas de souci. Vous vous retrouvez avec deux autres listes qui sont, on va dire, de gauche. Vous pouvez travailler avec elles, c'est concevable, c'est envisageable, ou là vous dites non, on refait de la politique politicienne? En fait, c'est toute la liste, les 55 personnes sur la liste qui vont décider au soir du premier tour qu'est-ce qu'on va faire. Et nous, on mettra... on n'a pas de sectarisme. L'idée, c'est de mettre les propositions phares pour nous, comme la gratuité des transports en commun, le référendum révocatoire, le premier mètre cube d'eau gratuit par personne pour les gens avec une tarification progressive. Est-ce que ces mesures phares sont reprises par les autres ? S'ils nous disent oui,
bon, on peut travailler ensemble, peut-être qu'avec les Verts, ça les intéressera. Ou s'ils nous disent non, il n'est pas question, on se maintiendra et puis on défendra nos couleurs. On verra, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils répondront, mais et puis on va leur demander aussi s'ils nous soutiendront si on arrive en tête. Voilà. Vous êtes jeune, motivé, vous incarnez la détermination. Qu'est-ce qui vous fait courir? La cause pour les autres? Aider les autres? En fait, c'est quand on voit une dégradation, je dirais même civilisationnelle, parce que l'espérance de vie en bonne santé se dégrade, c'est révoltant. Et donc c'est cette révolte qui fait que j'ai envie que les choses bougent, parce que c'est bien d'être dans la rue, de protester, de manifester, ou même parfois on proteste chez soi, mais il faut à un moment donné aller dans les institutions et s'engager. Et il y a beaucoup de gens sur notre liste qui sont aussi déterminés pour ça, parce qu'ils en ont marre de râler contre ce gouvernement. Il faut maintenant changer les élus et pour changer la politique et au service des Rouennais. Merci beaucoup Lionel Descamps d'être passé à notre micro pour la France Insoumise. On rappelle le 15 et le 22 pour voter. Pourquoi pas pour vous. Nos émissions, vous pouvez les voir et les revoir bien évidemment sur notre site radiosensation.fr. Et puis vous aurez encore un rendez-vous en ce qui concerne les municipales à Rouen. Puis vous aurez peut-être d'autres rendez-vous, mais je vous en parlerai la prochaine fois. À très bientôt. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.